tous. Qu'est-ce qui ne marche pas? En 2021, en France, c'est 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions de personnes qui vivent en très grande pauvreté. En 2021, en France, c'est 13 millions en situation de fracture numérique et c'est un Français sur 3 qui vit avec un état d'anxiété ou de dépression, dont 3 millions avec des troubles psychiques sévères. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Tour à tour, j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités, des engagements dans des institutions politiques, dans des entreprises et maintenant dans une grande association, la Croix-Rouge française. Et je suis venu vous partager cette conclusion à laquelle j'en suis arrivé, qui sonne à la fois comme un aveu d'échec et en même temps comme un grand espoir. Nous ne réussirons pas seuls. Et je vais essayer de vous en persuader en vous racontant le dessous des cartes de la gestion de la crise Covid-19 à la Croix-Rouge française. 17 mars 2020. Est-ce que vous vous souvenez de cette date? Je suis sûr que vous voyez. C'est la date du premier jour du confinement de l'ensemble du territoire français face à la pandémie de Covid-19. Ce jour-là, de nombreux Français partent s'exiler à la campagne, d'autres commencent à préparer leur appartement exigu pour se préparer à ce moment. Cette histoire, vous la connaissez, c'est celle de 67 millions de Français qui vont devoir faire face à une situation inédite, qui vont devoir apprendre à vivre différemment. Parmi eux, des publics qu'on dit fragiles, dont on parle beaucoup. Ce sont les personnes de plus de 65 ans et ce sont également des personnes souffrant de maladies chroniques. Mais parmi eux, des personnes dont on ne parle pas, des personnes que la crise va révéler. Je veux vous parler des personnes en situation d'isolement social. Une personne en situation d'isolement social, c'est une personne qui a au plus un contact par mois, en présence ou à distance, avec un membre de sa famille ou avec un membre de son entourage. Entendez par entourage, amis, voisins, collègues. Je sais que vous avez entendu beaucoup de chiffres ce matin, je vous demande juste de réfléchir. Un contact par mois, en présence ou à distance. J'aimerais vous dire que cette situation est une situation isolée comme l'est également ces personnes. Malheureusement, il ne s'agit pas de quelques centaines ou de quelques millions de personnes, il s'agit de 5,4 millions de personnes en France. Ça veut dire 10 personnes de la population âgée de plus de 16 ans. Je vous parle d'un enjeu de société que la crise a révélé. 5,4 millions de personnes. La Croix-Rouge française a opéré le premier dispositif pendant la crise Covid-19 qui était celle d'accueillir les Français qui revenaient de Chine. Et là, on a créé en fait le premier centre d'isolement à Carry-le-Rouet, à côté de Marseille. On a découvert c'était quoi la réalité quand on forçait des gens à être isolés. Et quand on l'a couplé finalement avec notre connaissance des publics vulnérables, on s'est dit qu'il était urgent d'agir. Ce 17 mars 2020, on s'est décidé à agir. 3 jours et 3 nuits plus tard, on lançait un dispositif qui s'appelle Croix-Rouge chez vous. Croix-Rouge chez vous, c'est quoi? C'est un numéro d'appel national gratuit qui permet à toute personne ayant besoin d'une écoute active, d'un soutien psychologique, mais également de livraison à domicile de biens de première nécessité, alimentation, hygiène, médicaments sur ordonnance, de pouvoir être livrés chez eux. Grâce à une technologie de dispatching, on a permis de servir comme ça l'ensemble des départements de France métropolitaine et d'outre-mer. 3 jours après le lancement de la plateforme, on recevait 7000 appels par jour. Parmi eux, Geneviève, 92 ans, petits-enfants et enfants vivant à l'étranger, vivant dans une extrême solitude. Depuis le début du confinement, elle a cessé de jeter ses ordures. Elle les garde chez elle. Je vous parle de Stéphane, 45 ans, artisan, qui a eu un problème sur un chantier il y a quelques mois, qui s'est blessé et qui petit à petit glisse dans la pauvreté sans s'en rendre compte et qui ne sait pas comment faire. Il ne sait même pas que le centre d'action sociale de sa commune se trouve au rez-de-chaussée de son immeuble. Ces histoires, elles ne sont pas fictives, elles sont vraies. Pendant cette première phase du confinement, on a traité 200 000 demandes. À la fois un exploit et en même temps une goutte d'eau. Aujourd'hui, on essaye de travailler à ce que ce dispositif, il existe en dehors du confinement et du coup, on expérimente des visites de courtoisie chez les personnes dans 2 départements. L'objectif unique de ce dispositif, c'est de recréer du lien social. Sans lien social, il est quasiment impossible d'arrimer les personnes au dispositif d'état commun. Il est quasiment impossible de prendre part à la société.
Alors j'aimerais partager 3 leçons à mon sens qu'on peut tirer de cette crise sanitaire. La première, c'est qu'on ne réussira pas seul en tant qu'individu. C'est vieux comme le monde, et en fait ça date même du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est Aristote qui nous le dit. Il nous dit « L'homme est par nature un animal politique ». Par là, il essaye de nous dire que la vie en société est une condition fondamentale pour que l'homme se réalise en tant qu'homme. Si je vous le dis autrement, ça veut dire qu'on a un besoin vital, c'est celui de parler, c'est celui d'échanger des valeurs avec une communauté. Si on revient en 2021, on voit bien qu'il y a une montée de l'individualisme. Maintenant, on doit prendre conscience aussi que cette solitude et cet isolement social existent et en plein dans notre société. Mieux, on doit en apprendre. On n'avait pas vu venir cet isolement social. Et dans un contexte où les crises se multiplient, où les crises s'intensifient, nous devons l'entendre, nous sommes tous vulnérables et nous sommes tous mal préparés. Ce que je veux vous dire, c'est que l'entraide, ce n'est pas qu'une vertu, c'est une condition de survie. Ce n'est pas qu'une finalité. On ne cherche pas seulement à avoir de l'inclusion. C'est un moyen d'agir et on peut tous agir. Alors à l'heure où les sondages nous permettent plus de voir les irritations, les humiliations, les invisibilités, à l'heure où les Français, aux élections encore au printemps, sont 2/3 à ne pas être allés aux urnes, il est urgent qu'on reconstruise des espaces propres au dialogue républicain. Des espaces où toute personne est prête à venir, à donner ses peurs, et toutes les personnes qui ne souhaitent plus ou n'ont plus leur place décident d'y revenir, parce que c'est uniquement dans ces espaces où on pourra créer une participation inclusive, où on aura des observatoires de la fraternité, qu'on pourra ressouder ces liens qui sont indispensables à ce qu'on fasse société. La deuxième leçon, c'est celle qu'on ne réussira pas seul en tant qu'organisation. Je ne vais pas vous faire une conférence à la Frédéric Laloux, mais je pense que vous allez voir rapidement où est-ce que je veux en venir. Comment est-ce possible que nous n'ayons pas vu venir cette montée de l'isolement social ? État, entreprises, associations, il est temps de mesurer que nous ne sommes plus en mesure de voir venir ces crises, qu'il faut s'interroger sur nos modèles de gestion. Je ne dis pas qu'un nouveau paradigme de réinvention des organisations est possible, je dis simplement que la réussite solitaire est devenue une illusion. Alors, à l'heure où on est en train de faire la refonte de l'École nationale d'administration, à l'heure où on questionne, on interroge ces organisations pyramidales, je pense qu'il est essentiel de faire de l'innovation sociale des méthodologies de design capacitaire, celles qui permettent de collaborer vraiment avec les publics, tous les publics, et celles des expérimentations de terrain, la norme pour recréer des projets, des solutions d'intérêt général, la norme pour la création de l'action publique. À quand un laboratoire national d'innovation sociale ? À quand des grandes écoles de la transition sociale et environnementale ? La troisième leçon, c'est que nous ne réussirons pas seuls en tant que société. Nous le vivons, nous le voyons, la croyance collective dans l'intérêt général est mise à mal. Tocqueville nous le disait, il le prédisait, la montée de l'individualisme va induire chez les personnes un repli sur leurs intérêts propres et amener une désaffection pour la défense des idéaux collectifs. Si depuis le XVIIIe siècle, nous avons 2 grandes notions de l'intérêt général qui se font face. Une première dite utilitariste, qui voit dans l'intérêt commun l'addition des intérêts particuliers, souvent corroborés aux agents économiques. La deuxième est volontariste. C'est celle qui est issue de la tradition républicaine et qui dit que les individus sont prêts à transcender ces intérêts particuliers pour faire finalement une société politique. Malheureusement, je pense que nous pouvons regarder ces 2 notions et se dire que les 2 sont très affaiblies. La première, tout simplement parce qu'elle a perdu toute crédibilité. Après des décennies de renforcement des inégalités, et que malgré la volonté de certains, il soit si difficile de s'en sortir. La deuxième, tout simplement parce que l'État a finalement peut-être perdu aussi cette légitimité, celle qui lui permettait d'incarner et de rendre efficace cette incarnation de l'intérêt général. Alors dans ces conditions, comment faire pour unir les forces de la société, cette union même qui est indispensable à ce que des dispositifs d'intérêt général, comme Croix-Rouge chez vous, ne soient pas que les projets d'une organisation, mais soient les projets d'une société. Alors il est urgent que nous réconcilions tous les acteurs de la société, publics, privés, associatifs, autour d'une notion pragmatique de ce qu'est l'intérêt général et qui acte le partage de la responsabilité sociétale. Parce que c'est uniquement à cette condition que nous pourrons créer les alliances
publics, privés, associatifs, qui permettront non seulement de créer de l'impact social et environnemental, mais de créer de l'impact systémique. Je terminerai juste avec cette citation que j'aime beaucoup d'un biologiste et un humaniste français qui s'appelle Albert Jacquard, que moi j'ai fait mantra et que j'espère que vous emporterez avec vous. Je suis les liens que je tisse avec les autres. Je suis les liens que je tisse avec les autres. Merci.